les gens peuvent se sentir ballonnés pour trois raisons. Soit à cause de l'air, on parle de ballonnement gazeux, soit à cause des liquides. Par exemple, quelqu'un qui a de l'acide dans le ventre peut avoir un ballonnement, soit à cause des solides. Quelqu'un qui a beaucoup de caca dans le ventre peut avoir un ballonnement. Quelqu'un qui a une masse tumeur, un cancer, peut avoir un ballonnement. Donc, le mot ballonnement, c'est important souvent de l'utiliser avec précaution. Le mot borborygme, c'est les bruits qui font comme qu'on entend souvent dans le ventre. Les gaz intestinaux, c'est normal, c'est même obligatoire qu'il y ait des gaz dans l'intestin. On en parlera tout à l'heure dans la diapo suivante. Et le météorisme, c'est ce bruit-là qu'on entend souvent lorsqu'on met le stéthoscope sur le ventre des personnes. On entend souvent le météorisme. En situation normale, on a des motricités au niveau de l'intestin, côlon, intestin. Et lorsqu'il y a du péristaltisme excessif, on peut avoir beaucoup de bruit qu'on entend. C'est vrai que lorsqu'on parle de crâne, c'est souvent des spasmes en lien avec ces contractions intestinales. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intermittent, mais qui peut survenir avec des crampes prolongées. Ensuite, il y a un terme aussi important à définir qu'on utilise souvent lorsqu'on interroge les patients, c'est les fausses envies. Est-ce que vous avez parfois envie d'aller à la toilette? On y va, mais il n'y a rien qui vient. La régurgitation, c'est lorsqu'il y a une remontée du contenu acide de l'estomac vers l'œsophage et même vers la bouche sans effort. Donc, c'est à différencier du vomissement qui, lui, est une remontée avec effort, souvent un mécanisme de contraction des muscles, il y a vraiment un effort. Ensuite, le terme rectorragie, souvent on l'utilise pour parler de sang dans les selles. Souvent, il faut différencier ce terme de méléna. Lorsque le sang est rouge, on parle de rectorragie de sang rouge. Méléna, le sang est noir. Et c'est aussi à différencier de hématémèse lorsque le sang vient de la bouche ou de hémoptysie lorsque le sang vient des poumons. Ensuite, le doligocolon et le mégacolon. Le doligocolon, c'est un côlon trop long et les mégacolons, c'est un côlon trop large. Donc, à savoir que quelqu'un peut avoir un dolico et un mégacolon en même temps. Donc, un côlon long et large. Ensuite, le fécalum. Fécalum, c'est lorsqu'il y a une présence de caca qui est complètement obstructif au niveau de l'ampoule rectale. Et ce fécalum-là peut déclencher des inconforts. C'est comme un blocage. Il y a même des patients qui se retrouvent aux urgences parce qu'ils ont un fécalum. Et ça peut donner des signes un peu d'occlusion. Et justement, l'occlusion, c'est lorsque on a un blocage complet, il n'y a plus rien qui passe. Et on a des patients qui peuvent même avoir une occlusion sévère avec des vomissements de caca. Donc, on appelle souvent ça en termes médicaux des vomissements fécaloïdes. Donc, c'est quelque chose qu'on peut observer. Ensuite, on va parler maintenant anatomie. Donc, c'est important l'anatomie. L'intestin grêle, la première chose à savoir, c'est que lorsque l'alimentation arrive, donc ça passe dans l'œsophage, ensuite l'estomac, ensuite ça va dans l'intestin grêle. Et au niveau de l'intestin grêle, c'est une longueur d'à peu près 4, 5, 6 mètres environ, la largeur plutôt, donc 2 à 4 centimètres. Ça paraît quand même petit. Donc souvent, je prends l'exemple de ces ballons gonflables qu'on utilise pour décoration lors des fêtes. Et en situation normale, cette paroi de l'intestin est toute fine. Le diamètre est pas très distendu. Lorsqu'il y a une occlusion, on va avoir à ce moment-là une ouverture de ce diamètre qui peut à la fin donner, si la distension est importante, ça peut donner une perforation. Et c'est pour ça aussi, lorsqu'on a beaucoup d'accumulation de gaz, on peut avoir ces sentiments d'être ballonné parce que finalement, on a 5-6 mètres d'intestin distendu, ça fait beaucoup. La surface d'absorption, c'est important. La surface d'absorption, c'est jusqu'à 300 mètres carrés. On dit que c'est l'équivalent de 2 cours de tennis double. Donc, lorsque vous voyez un intestin en longueur, ça paraît pas long, mais lorsqu'on déplisse complètement et on voit les villosités, on peut à ce moment-là avoir une grande surface d'absorption. Et ça, c'est super important parce que c'est ça qui permet de pouvoir bien digérer les aliments. Il y a le duodénum, le jéjunum, et puis il y a l'iléon. Donc, les trois parties vont avoir des quantités de bactéries différentes. Et à savoir que c'est un élément important, les bactéries sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure qu'on s'approche vers le côlon. Donc, la plupart des bactéries qui sont présentes sont plus proches du côlon. Au niveau de l'estomac, par exemple, il y a très peu de bactéries qui arrivent à survivre dans l'estomac. Ensuite, dans le
duodénum, il y en a un peu, le jejunum, il y en a un peu. Et lorsqu'il y en a trop, on peut parler de pullulation bactérienne. On verra aussi dans quel contexte on parle de ces pullulations, parce qu'on entend trop souvent des personnes dire qu'ils ont le SIBO, terme qui est quand même à utiliser de façon très précautionneuse. Ensuite, le côlon, donc diamètre 5 à 8 cm, la longueur 100 à 150 cm. Et puis, on a plusieurs parties. Ici, là où il y a ma souris, vous voyez, ici vers la droite, on a le côlon qu'on appelle le côlon ascendant. Ici, le côlon transverse, le côlon descendant. Et ici, on a le sigmoïde et le rectum. Et ici, entre le rectum et l'anus, il y a un petit angle qui est l'angle recto-anal qui participe aussi à la propreté. Lorsqu'il n'est pas du tout ouvert, de retenir les selles. Et lorsqu'on va faire caca et qu'on s'installe avec les jambes surélevées, ça participe aussi à l'ouverture de cet angle. Longueur d'environ 1 mètre, 1 mètre 50 et environ 10 puissance 12 bactéries. Donc, il y a quand même beaucoup de bactéries dans le côlon, beaucoup plus que dans l'intestin grêle. Lorsqu'on parle des microbiomes, on parle premièrement des microbiotes. Donc, les microbiotes, c'est les microbes qui habitent dans l'écosystème donné. Donc, quand on parle de microbes, ici, on ne parle pas uniquement de bactéries, pas uniquement des virus, pas uniquement des champignons ou des parasites, mais c'est vraiment l'ensemble. Donc, à côté du microbiote, il y a le microbiome qui est non seulement la présence de ces bactéries, mais aussi leur fonction. Donc, c'est vraiment important cette distinction qui parfois est prise à tort. Donc, distinguer le microbiote qui sont les bactéries et le microbiome qui est les bactéries et leurs fonctions, leur activité métabolique, etc., etc. Donc, c'est essentiel. Alors, ensuite, on a les pathobiontes. Donc, c'est les microbes endogènes, généralement bénins, ayant la capacité, dans des conditions d'écosystème modifié, de déclencher une pathogénèse. Ça veut dire qu'on a des bactéries qui habituellement sont inoffensives, mais on les soumet à certaines conditions, elles deviennent nocives. Ensuite, il y a les prébiotiques, les probiotiques et les symbiotiques. Les prébiotiques, ce sont des substrats nutritionnels qui vont, lorsqu'on les ingère, favoriser la croissance de ces bactéries qui vont conférer des avantages pour la santé de l'autre. Donc, on peut dire que les prébiotiques, ce sont des aliments qui stimulent la croissance de bonnes bactéries. À l'inverse, les probiotiques, ce sont des bactéries, donc des microbes vivants, qui confèrent des avantages pour la santé lorsqu'on les administre en quantité suffisante. Les probiotiques, donc ce sont déjà des bactéries, ils sont vivants lorsqu'on les prend dans les gélules, on les avale et ça va donner un bénéfice pour la santé. Les symbiotiques, c'est à la fois une formulation qui correspond à un mélange de prébiotiques et de probiotiques. Donc ça, c'est important aussi, les symbiotiques. Mais c'est très rare, il y a très peu de compagnies qui font ça.